Bonjour Claude Tran. Vous êtes agrégé de lettres, normalienne, rue d'Ulm. Vous avez enseigné le français à quasiment tous les niveaux. Du collège, du lycée, mais également des classes préparatoires aux grandes écoles. Vous êtes aujourd'hui directrice générale d'Evidence B, une EdTech que vous avez cofondée, une start-up comme on dit, qui travaille au service de l'éducation en intelligence artificielle. Mais comment êtes-vous passée du métier d'enseignante à celui de dirigeante de start-up? Alors effectivement, ça a été un gros changement. En même temps, ça s'inscrit dans une véritable continuité, puisque j'ai enseigné longtemps, comme vous le disiez, à tous les niveaux. Et à un moment donné, diriger une EdTech, finalement, c'est simplement s'inscrire dans la suite logique de tout ce que j'avais fait avant et comment finalement aider les élèves et mes anciens collègues à lever un certain nombre de difficultés qu'on a pu rencontrer les uns et les autres grâce à des innovations sur lesquelles on reviendra. Donc il y a une véritable continuité. En même temps, effectivement, c'est un gros changement. Et pour cela, en fait, on apprend sur le tas, comme dans beaucoup de métiers. On a été accompagné par un certain nombre d'accélérateurs. Willa, qui est spécialisé dans l'entrepreneuriat au féminin. Pour faire partie de Willa, il fallait qu'il y ait au moins des fondateurs qui soient une femme. Par Wilco, dans la région de France, et puis aussi par un accélérateur en Grande-Bretagne qui s'appelait Educate et qui accompagnait les entreprises qui s'appuyaient sur la recherche. Alors bon, on comprend qu'effectivement il y a une forme de continuité. Un enseignant ne se satisfait pas généralement de ce qu'il fait en classe, il veut faire peut-être autre chose. Il n'empêche quand même que vous êtes engagé dans une voie d'une start-up qui travaille en intelligence artificielle. Et donc, il y avait quand même nouveauté, il y avait quand même particularité. Était-ce une difficulté? Vous voulez dire pour moi? Oui. Oui et non. D'abord, on s'entoure, nous, d'experts, aussi bien dans notre entreprise, de nos salariés qu'au niveau des chercheurs. Mais pour ce qui est de comprendre les enjeux de l'IA, en fait, c'est vraiment quelque chose qui fait partie des humanités, si vous voulez. C'est-à-dire, un des fondateurs aussi historiques d'Evidence B, c'est Daniel Andler, qui est universitaire, mathématicien, puis épistémologue des sciences, un des pères des sciences cognitives au sens large du terme en France. Et effectivement, on est là dans une approche qui est d'abord une approche, je dirais, philosophique, et encore une fois, je reprends le terme d'humanité. Donc non, c'était pas si difficile que ça. Alors, Evidence B travaille avec plusieurs partenaires, avec d'en citer un, mais l'université, le CNRS, l'INRIA, un éditeur, Nathan, il y en a d'autres, et vous affirmez travailler sur 3 piliers: l'intelligence artificielle, les sciences cognitives et l'expérience utilisateur. Quels sont les apports de la recherche sur ces 3 champs dans les ressources que vous proposez? Je vous propose que l'on parle d'abord peut-être de l'intelligence artificielle. Quelle innovation apporte l'intelligence artificielle dans les produits que vous proposez? Oui. Alors juste un tout petit mot avant de répondre directement à votre question. Vous dites quels sont les apports de la recherche. En fait, la recherche chez nous apporte tout. On s'appelle Evidence B, c'est-à-dire Evidence-Based Education, donc l'éducation fondée sur les preuves, et donc tout ce qu'on fait, nous, c'est du transfert de recherche. Il n'y a pas une fonctionnalité, il n'y a pas un élément dans nos produits qui ne vient pas de la recherche. Et on en reparlera, Evidence-Based, ça veut dire que tout est du transfert de recherche, mais ça veut dire que derrière, on va aller aussi tester l'impact de manière scientifique de nos produits. C'est pas parce que on transfère de la recherche que quand ça atterrit dans un produit, ça donne quelque chose d'efficace et d'utile. Donc là aussi, il faut mesurer scientifiquement cet impact. Donc c'était une petite parenthèse pour répondre à votre question. Donc du côté de l'IA, en effet, on fait du transfert de recherche, c'est-à-dire que on a travaillé avec, et on continue à travailler très très étroitement avec plusieurs laboratoires, dont l'INRIA Bordeaux, le groupe Flowers, c'est dirigé par Pierre-Yves Voudéier, avec qui on travaille directement, et on a même recruté un des chercheurs en fait qui était à l'origine d'un des algorithmes qu'on a déployés dans nos produits. On travaille aussi très très étroitement avec
le groupe MOCA, enfin le laboratoire MOCA du Lipsis, qui est co-dirigé par Wanda Luengo et aujourd'hui en co-responsabilité avec François Boucher depuis le début, parmi d'autres... Et ça, c'est une université parisienne. Oui, absolument. Donc nous, pour revenir à votre question initiale, donc en partenariat notamment avec ces deux laboratoires, hein, qui étaient là dès l'origine et le premier produit des premiers B2IA remportés en 2019, en fait, on a travaillé sur deux grandes familles, je dirais, d'algorithmes. Et voilà, quand on parle d'IA, il faudrait plutôt parler des IA, hein, parce que c'est un mot un peu fourre-tout, mais dans lequel il y a de nombreuses réalités. Donc la première famille, si vous voulez, c'est pour personnaliser les apprentissages. Ça, c'est une vraie difficulté rencontrée par les enseignants. Hein. Comme vous l'avez rappelé, j'ai enseigné longtemps. Et donc, on a devant soi une classe de 25, de 30, dans certains pays, c'est 80 élèves. Mais déjà, rien qu'avec, même dans les OCP, par exemple, hein, où il y a quelquefois que 15 élèves, savoir très exactement ce qu'a compris un élève, ce qu'il n'a pas compris, comment lui donner à lui les exercices qui vont lui convenir, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est simple, même quand on est un excellent expert et un excellent professionnel. Donc l'intelligence artificielle va aider cette première famille d'algorithmes à personnaliser des parcours, c'est-à-dire à donner à chaque élève, à chaque instant d'un parcours d'apprentissage, hein, qui peut faire 15 minutes, 20 minutes par jour, hein, c'est pas pour être toute la journée devant des écrans, de lui donner exactement l'exercice qui convient à son niveau de maîtrise. Donc ça, c'est une première fonctionnalité des algorithmes de personnalisation. Donc cet algorithme, il s'appelle ZPDES. Il fait partie de la famille c'est de l'apprentissage par renforcement, et même de la famille de ce qu'on appelle les bancs dimanchaux. C'est un algorithme qui a été créé et entraîné en milieu éducatif par le laboratoire Flower, qui a été testé comme efficace, et du coup qu'on a déployé. Donc ça, c'est vraiment une première fonction de l'IA, personnaliser les parcours et aider les enseignants dans cette différenciation. Donc ça, c'est automatique, et c'est une aide pour donner vraiment, pour détecter ce que chaque élève a compris ou pas compris et lui donner le bon exercice suivant. La deuxième grande fonctionnalité de l'IA, c'est d'aller donner à l'enseignant justement des retours d'informations sur ce qu'ont fait les élèves pour que l'enseignant ait une meilleure connaissance de ces élèves. J'évoquais il y a un instant cette difficulté qu'on rencontre à vraiment savoir ce que l'élève a compris, comment il travaille, à quelle vitesse il travaille. Toutes ces données, l'IA repose sur des datas, peuvent servir aussi à donner de l'information à l'enseignant. Dans ce cas-là, c'est une autre fonction qui n'est pas seulement personnaliser automatiquement, mais donner des retours d'information pour que les professeurs derrière puissent prendre des décisions pédagogiques. Alors, parmi ces retours d'information, on a une fonctionnalité qui est la fonctionnalité de détection de groupes, donc des clusters. Donc là, c'est ce sur quoi on a travaillé avec le Lipsis, avec le groupe MOCA, du clustering, pour justement aller faire des groupes d'élèves. Et ces groupes-là vont donner aux professeurs pas seulement des informations sur ce que savent faire les élèves, mais comment ils travaillent, le temps de réponse, le temps de lecture du feedback, etc., pour donner une autre vue. Et à partir de là, eh bien, le professeur, encore une fois, peut prendre des décisions pédagogiques. Tous ces retours d'informations donnés aux professeurs ça va lui être donné à travers des tableaux de bord. Donc vous voyez cette dichotomie dans notre produit entre personnalisation des parcours, automatisation, et puis de l'autre côté, donner des informations par les tableaux de bord. Voilà. Alors faire en sorte que chaque élève soit pris individuellement pour qu'on adapte à cet élève l'exercice qui va lui convenir et qui va lui permettre de progresser, tout en faisant en sorte que l'on puisse analyser la façon dont il le traite, c'est l'apprentissage adaptatif. Oui, c'est ça. C'est exactement ce qu'on appelle l'adaptive learning dans le monde, à l'échelle du monde, avec cet élément en plus qui a été très largement développé, justement de ce qu'on appelle les learning analytics, toute cette des données, et dans des tableaux de bord. Et ces tableaux de bord, là aussi, on évoquait le transfert de recherche, c'est quelque chose qu'on a développé avec l'UCL de Londres.
comment faire un bon tableau de bord pour les enseignants. Ça fait partie aussi de cette expérience utilisateur que vous évoquiez au début. Et donc, comment développer un bon tableau de bord qui donne des informations nouvelles, innovantes, sans charger l'enseignant. Donc voilà, ça c'était tout un art qu'on a aussi développé. Alors on voit là à quel point la recherche peut apporter des éléments au service des enseignants, et c'est ce que vous faites dans votre entreprise. Toutefois, il faut bien se rendre à l'évidence, non pas à l'évidence mais à l'évidence. Nombre d'enseignants sont réticents à faire entrer l'intelligence artificielle dans leur classe. Que leur dites-vous? Vous faites une analyse et on fait ce constat. Donc effectivement, d'abord, je pense que les choses évoluent assez vite. L'arrivée, enfin à la fois il y a eu un double mouvement, à la fois le Covid qui a vraiment très fortement accéléré les usages du numérique en général et de l'intelligence artificielle en particulier, ont montré aux enseignants que finalement ils avaient besoin d'aide, d'aide technique, pour gérer en fait un certain nombre de problématiques. Le deuxième élément, c'est l'arrivée massive via ChatGPT de l'IA qui fait qu'aujourd'hui la réaction a été nécessaire en fait. Donc je pense que cette crainte, finalement, par la fréquentation de l'IA, un petit peu obligée en quelque sorte par ce double événement, fait que elle est moindre aujourd'hui. Donc nous on le sent depuis qu'Evidence-B a été créé en 2017, il s'est passé ces deux événements, et donc on a bien senti déjà quand même cette écoute beaucoup plus forte et sans doute moins effrayée vis-à-vis de l'IA. Alors néanmoins, elle subsiste et la crainte c'est d'être remplacée en fait. Donc nous, très clairement, de ce point de vue-là, on a un petit peu déjà deux réponses. La première, c'est que il n'y a pas une IA unique qui serait représentée aussi aujourd'hui par ChatGPT, avec la génération automatique de contenu. Nous, aujourd'hui, on va bien sûr se servir de GPT pour produire des contenus toujours derrière relus par des humains, etc. Mais nous, notre IA, elle n'a aucun rapport avec ça. C'est une aide technique, finalement, un assistant pour les enseignants, pour la différenciation pédagogique, pour la prise de décision pédagogique. Donc l'humain reste au cœur. Et ça, c'est notre premier émettre. Tout à fait. Maître, tout à fait. Ils peuvent désactiver toutes les fonctionnalités qu'ils veulent. Ils peuvent aujourd'hui faire ce qu'on appelle des playlists à partir des ressources qu'on propose, en complément justement des parcours automatisés. Donc voilà, d'abord, c'est le premier élément de réponse qu'on leur donne, c'est ils restent maîtres à bord. Et l'IA, c'est une technique comme les autres, faite par des humains, pour des humains, maîtrisée par des humains. Bon. Et effectivement, ils voient bien que de ce point de vue-là, cette aide, elle est précieuse. Et pourquoi ne pas s'en servir Alors, pourquoi ne pas s'en servir? Ce d'autant plus que vous dites, ces ressources participent de la lutte contre le décrochage scolaire. Expliquez-nous. Alors effectivement, le décrochage scolaire, c'est vraiment, moi, comme vous le disiez, j'ai été enseignante, y compris dans des territoires, comme on dit aujourd'hui, extrêmement défavorisés. J'ai commencé en Seine-Saint-Denis, Épinay-sur-Seine, et j'y suis restée beaucoup d'enseignants, et puis j'y suis revenue ensuite, et même quand j'étais prof en classe préparatoire, j'ai plutôt eu des classes préparatoires disons, avec des élèves qui se demandaient pourquoi ils étaient là, est-ce qu'ils avaient le droit d'être là. Donc c'est vraiment au cœur, moi, de ma vocation, en fait, d'enseignante. Donc effectivement, dans cette perspective, le décrochage scolaire, vient au fond, deux choses. C'est que, on a tous deux jambes pour marcher, on ne marche pas tous au même âge. Or, un enseignant, il se retrouve avec une classe de gens qui ont la même classe d'âge, mais finalement qui n'en sont pas forcément au même point. Et c'est extrêmement difficile à la fois de savoir où en est chacun, très 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 précisément, et puis deuxièmement, comment gérer le groupe avec ça. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, ce qu'on appelle l'adaptive learning, la personnalisation, la différenciation pédagogique, c'est fait pour justement aider à remédier à ça. Et donc ça, c'est le premier levier où la personnalisation, c'est presque par définition c'est pas un remède magique, mais c'est une aide contre le décrochage scolaire. Et il y a un deuxième aspect, mais dont vous vouliez peut-être que nous parlions ensuite, qui est les contenus. Parce que, en fait, effectivement, l'IA, c'est
pas magique, hein, c'est juste de l'humain pour les humains, réglé par l'humain. Et donc effectivement, une personnalisation d'exercice, c'est mieux que rien, parce qu'effectivement, ça permet quand même de donner, comme je disais tout à l'heure, à chaque élève, à tout instant, un niveau d'exercice qui lui convient. Hein. J'ai parlé du ZPDES. ZPD, c'est la zone de proximal développement, et donc de Vygotsky, et voilà, et donc c'est effectivement ce qui était au cœur de la création par Flowers, en fait, de cet algo, donner à chaque instant une zone d'activité pour l'élève. Donc ça, c'est un premier remède, mais c'est important. Et cette zone d'activité, en fait, est une zone d'activité où l'élève va être en situation de réussite. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, l'adaptation pour faire progresser nécessite quand même que l'élève réussisse. Voilà, exactement. C'est un peu le cercle vertueux de ce type de technologie. Le concept prégnant aussi dans cet algorithme, c'est le concept très documenté aujourd'hui de la motivation intrinsèque, hein. C'est-à-dire effectivement le eureka, l'espèce d'éclair qui s'allume dans les yeux des élèves quand ils ont compris. C'est quelque chose qui bouleverse chaque enseignant, et c'est quelque chose qu'on recherche. Et donc c'est quelque chose qui, en réussissant, hein, c'est vraiment encore une fois un cercle vertueux. Donc ça, c'est la première jambe, si vous voulez, contre le décrochage scolaire, ce type d'algorithme qui va suivre le rythme de l'élève en le motivant, lui donnant des exercices qui lui conviennent et qui vont l'amener sur une reprise de confiance. Le deuxième élément, c'est celui des contenus. Donc je ne sais pas si vous voulez qu'on évoque... Mais avant de venir dans les contenus, effectivement, sur les produits que vous proposez, les apports des sciences cognitives, on n'en était pas loin là. Voilà, par rapport à la motivation intrinsèque, oui, tout à fait, absolument. Il y a une imbrication très étroite, si vous voulez, entre l'IA et les sciences cognitives aujourd'hui. Hein, ça a été, d'abord, à l'origine, c'est la même branche. Hein, dans les sciences cognitives, il y a l'intelligence artificielle. Il y a eu ensuite un moment, le moment très numérique, en fait, de l'IA... en fait, qui fait qu'il y a eu divorce. Et puis aujourd'hui, ce sont vraiment des disciplines qui se parlent. Il y a quelques années, systématiquement au Collège de France, Stanislas Dehaene invitait, dans le cadre de son cours, qui poursuit bien entendu, mais il y a eu toute une année où systématiquement c'était un acteur de l'intelligence artificielle qui était invité. Moi j'étais avec plusieurs de mes chercheurs salariés chez Evidence B à Neurips, qui est une grande conférence IA de Nouvelle-Orléans qui a eu lieu au mois de décembre, 15 000 intervenants, participants, et il y avait là certains groupes, certaines communautés, je pense à la communauté IMOL en fait, hein, Intrinsic Motivation, justement, Open-Ended Learning, qui associe très étroitement IA et intelligence et sciences cognitives. Donc, en effet, c'est très important que l'automatisation des parcours, cette automatisation que représente l'IA en milieu éducatif, s'appuie sur ce qu'on sait du cerveau, de l'apprentissage humain, comment la cognition vient aux humains. Donc que ça concerne les feedbacks, les retours sur erreur, donc que ça concerne la notion de gamification, que ça concerne les tableaux de bord, y compris pour les élèves, quel retour d'information doit donner aux élèves, la métacognition. C'est extrêmement important que tous ces systèmes automatiques soient documentés aussi par les sciences cognitives. Et nous, il n'y a pas une fonctionnalité, comme je disais tout à l'heure, qui n'est pas documentée par la littérature et par des chercheurs en direct.